Bonjour Marie-Christine Vergia. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Regard. Vous êtes depuis 2009 députée européenne, membre du groupe de la GUE-NGL, la Gauche unitaire européenne Gauche verte nordique. On vous connaît surtout pour vos combats pour les droits de l'homme et pour les migrants. On va y revenir, mais d'abord une question. Quel autre regard est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Marie-Christine Vergia ? On est au Parlement européen, on est à Strasbourg, on est juste à côté de l'hémicycle. Donc ça va être un regard d'euro-citoyenne, de parlementaires engagés, de militantes. Comme je dis souvent, avec mon mandat européen, je poursuis les combats que j'ai toujours menés. Donc c'est ce regard-là que je vous propose aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est être militante ? Comment on fait pour être militante et députée européenne ? Moi je dis, je poursuis les combats que j'ai toujours menés avec les moyens d'une parlementaire européenne, avec les moyens d'expression d'une parlementaire européenne, en essayant d'influer sur un certain nombre de sujets, mais aussi par les commissions dans lesquelles je siège, puisque je suis notamment à la commission des libertés civiles, c'est-à-dire plus ou moins le champ de compétences des ministères de l'Intérieur et de la Justice, qui travaillent beaucoup sur la question migratoire en ce moment, et aussi à la sous-commission des droits de l'homme de la commission des affaires étrangères. Donc j'essaye d'avoir ce double regard, à la fois intra-européen, comme on dit, et hors Union européenne. Alors justement, en parlant de liberté publique et de droits de l'homme, à l'instant, les lauréats du prix Sakharov, un prix pour la paix délivré par le Parlement européen, étaient reçus dans l'hémicycle. Est-ce que vous y étiez ? Non, je n'y étais pas parce que je suis profondément choquée, voire malheureuse d'ailleurs d'une certaine façon, du prix Sakharov tel qu'il a été délivré cette année. On a eu par le passé une instrumentalisation plus ou moins politique en fonction des choix des pays des lauréats du prix Sakharov. Mais cette année, c'est la première fois qu'on le délivre à des opposants politiques, une opposition dite démocratique du Venezuela. Donc c'est un vrai choix politique et c'est une vraie instrumentalisation politique. Le prix Sakharov, c'est fait pour les défenseurs des droits de l'homme, donc ma place n'était pas dans l'hémicycle pour cautionner tout cela. Donc les 5 Vénézuéliens qui ont reçu ce prix, pour vous, ils ne défendent pas les droits de l'homme ? Ils ne défendent pas les droits de l'homme, notamment parce que c'est une opposition très disparate, dans laquelle notamment il y a des militants d'extrême droite, et notamment l'un d'entre eux qui a été aux côtés des paramilitaires colombiens. Je trouve que donner le prix Sakharov à quelqu'un de ce genre, il s'appelle Laurent Salé pour être clair, donner le prix Sakharov à quelqu'un comme ça, c'est pas digne du Parlement européen et de l'histoire du Parlement européen en matière de droits de l'homme. Elle peut être contestée, elle est contestable, mais néanmoins, à travers le monde, le rôle du Parlement européen sur les droits de l'homme est reconnu. Là, il se dessert. Hier, Amnesty International accusait dans un rapport les Européens d'être complices des conditions déplorables de détention des migrants en Libye, notamment en aidant des gardes-côtes libyens impliqués dans le trafic d'êtres humains. Ça sert à ça, l'Union européenne, aujourd'hui ? La situation en Libye est une situation extrêmement compliquée, mais oui, les responsables européens, tant les dirigeants des États membres que de l'Union européenne, ont une responsabilité en la matière depuis plusieurs années. Et ça se renforce de plus en plus avec la soi-disant crise des migrants, qui est une crise en réalité de l'accueil des réfugiés. Peut-être qu'on peut dire que 90% des réfugiés sont accueillis dans les pays en voie de développement. Et donc le 10% restant dans l'ensemble des pays les plus riches du monde. Et donc une toute petite part vient vers l'Union européenne et tout particulièrement vers la France au passage. Mais revenons à la Libye. On est obsédé par les mouvements de population, les traversées entre la Libye et l'Italie. On constate qu'en 2015, le mouvement s'était un peu déporté vers la Turquie et vers la Grèce et qu'il est revenu à ce qu'il était finalement en 2013-2014 entre la Libye et l'Italie. Donc l'obsession, c'est d'empêcher les gens de venir vers l'Union européenne, quels que soient les outils. Et donc ce qui nous a été redit hier en plénière, puisque nous avions un débat sur ce sujet, c'est que l'Union européenne faisait tout ce qu'elle pouvait. Et notamment, on entend effectivement parler de la formation des gardes-côtes libyens.
Or, moi j'étais à Tunis au mois de septembre, puisque nous n'avons pas pu aller en Libye, nous sommes allés à Tunis où les responsables et des organisations internationales et des différentes institutions qui travaillent en Libye sont en réalité installées. On nous a dit, on a formé 100 à 150 gardes-côtes libyens. C'est rien, 100 à 150 gardes-côtes libyens. La semaine dernière, on a interrogé à nouveau sur ces questions-là. On nous a resservi le même chiffre de 100 à 150 gardes-côtes formés. Ce qui veut dire qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre, il ne s'est rien passé de nouveau. Il y a eu la vidéo de CNN, vous parliez du rapport d'Amnesty International, mais on n'a pas formé plus de gardes-côtes libyens. Et ça veut dire quoi, former les gardes-côtes libyens? Je citais hier dans l'hémicycle le témoignage récupéré sur l'Aquarius en début de semaine, où les témoignages continuent de dire que des gardes en uniforme pointaient des armes sur les migrants pour qu'ils montent dans les bateaux. Donc ils ont été formés. Qui a été formé? Ça veut dire quoi? On nous dit aussi qu'on donne de l'argent pour rendre les conditions plus humaines dans les centres de rétention. On fait comme si la Libye était un pays normal. Or, la Libye n'est pas un pays normal, c'est un pays dans lequel il n'y a plus d'État. Le fameux gouvernement officiel national, il ne contrôle que 10% du territoire. Donc et du coup, que peut l'Europe? Qu'est-ce que pourrait faire l'Union européenne? En tout cas, ce qu'elle ne devrait pas faire, c'est empêcher, utiliser tous les moyens pour empêcher les migrants de venir. Parce que quand on travaille avec on ne sait qui en Libye pour empêcher les migrants de venir vers l'Union européenne, de prendre les bateaux vers l'Union européenne, ça veut dire qu'on les refoule vers la Libye. Et donc, contrairement à ce qui nous a été dit hier, on ne sait pas ce qui se passe une fois qu'ils sont refoulés, puisque personne ne contrôle le territoire. Donc on les renvoie vers les pires conditions, celles qui ont été dénoncées par Amnesty et par d'autres. Donc il faudrait les accueillir. Le meilleur moyen, c'est de trouver des voies légales, de donner des moyens pour le sauvetage en mer. Il y a des choses qui sont faites, y compris par les organismes européens, je veux bien le reconnaître. Mais on devrait faire plus. Il y a chaque année des milliers de morts en Méditerranée. On refoule aujourd'hui, on se félicite de refouler de la Libye vers le Niger, c'est-à-dire vers la zone nord du Niger, vers le désert. On sait qu'il y a de plus en plus de morts dans le désert. Les ONG commencent à nous dire qu'il y a sans doute eu autant, sinon plus de morts dans le désert qu'en Méditerranée. Et on continue à repousser, à fermer les yeux en la matière. Donc oui, l'Union européenne est responsable quand elle refuse de permettre à des personnes qui fuient des situations de guerre, des situations de conflit, parce que n'oublions pas que l'Afrique est la zone du monde qui est la plus marquée par les conflits et par les réfugiés qui fuient les conflits, ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas, et on les renvoie à toute force vers les pays d'origine. Et une fois arrivés sur le sol européen, selon vous, le sort des migrants, il est plus enviable? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire à ce niveau-là aussi? Bien sûr qu'il y a des choses à faire. J'aurais du mal à dire qu'il est plus enviable. On sait tous ce qui se passe. On a encore vu ces derniers jours les tentes déchirées par les forces de police quand on démantèle un camp en région parisienne ou à Calais. C'est insupportable. Mais en même temps, ce n'est pas la condition de la Libye. Hein? Donc oui, on pourrait faire plus. Oui, la France n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur de ses engagements. Elle n'est pas à la hauteur de ce que devrait faire la soi-disant patrie des droits de l'homme, la soi-disant terre d'asile qu'elle se vante d'être. Entre 2015 et 2016, il y a 1 million de personnes qui sont arrivées sur le sol de l'Union européenne. La très grande majorité d'entre eux a été accueillie en Allemagne. On peut penser ce qu'on veut de Mme Merkel, on peut penser ce qu'on veut des raisons pour lesquelles l'Allemagne a accueilli, mais c'est une réalité. L'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de ces personnes qui ont traversé la Méditerranée. Et en France, quoi? En France, 3 fois rien. On est passé de 65 000 à 85 000. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on en a eu 7 à 800 000 et en France, 15 000 de plus. On n'est pas dans l'échelle d'écart entre la France et l'Allemagne. Et on n'accueille pas toute la misère du monde, contrairement à ce qu'on entend. La misère du monde, elle reste au sud. Et donc,
on a une vraie responsabilité en la matière par rapport aux efforts qu'il faudrait arriver à faire. Alors justement, hier, nous recevions l'économiste Maxime Combes, membre d'Attaque France. Il avait une question pour vous. Il vous a demandé comment faire au niveau européen pour prendre en considération les migrants liés aux conséquences du dérèglement climatique et des enjeux écologiques. Alors je lis très souvent Maxime Combes. Je pense que la première chose à faire, c'est de se préoccuper véritablement des enjeux du changement climatique. On en est très très loin aujourd'hui. Et d'une certaine façon, les pays du Sud payent la facture des comportements des Européens et notamment des multinationales européennes dans l'ensemble des pays du Sud. Dans les nominés au prix Sakharov, il y a Lolita Chavez. Lolita Chavez, c'est une femme maya guatémaltèque qui combat pour l'environnement, qui combat contre la déforestation, notamment de la région où elle vit. Que l'on soutienne ces populations-là, que l'on fasse en sorte que l'on cesse de dégrader l'environnement. Moi, je n'aime pas le terme de réfugiés climatiques parce que on ne sait pas bien ce que ça veut dire et ça fait peur aux gens. Il y a des dégradations environnementales d'ores et déjà, changement climatique ou pas changement climatique, main de l'homme derrière tout ça aussi. La déforestation, ça aggrave le changement climatique. Donc la dégradation de l'environnement. Et ce qu'il faut dire, expliquer, plutôt que d'alimenter les peurs en disant qu'est-ce qui va se passer quand les réfugiés climatiques arrivent, c'est dire ils sont d'ores et déjà à l'œuvre dans un certain nombre de régions du monde. C'est l'Asie du Sud-Est qui paye le prix le plus cher en ce moment. Il y a d'ores et déjà des déplacés environnementaux. Et comme ce sont des masses de population qui bougent à ce moment-là, c'est des populations qui sont très pauvres, parce qu'on est dans les pays pauvres. Ils se déplacent au plus près. Si on parle de déplacés, ça veut dire qu'ils ne quittent même pas leur pays. Ils vont d'une région à l'autre. Ils partent dans un autre pays au plus près, le pays voisin. Donc il faut aider massivement ces pays voisins. Or, les politiques de l'Union européenne sont exactement le contraire aujourd'hui, puisqu'on en est à passer des accords de partenariat économique avec ces pays-là, comme si les entreprises africaines, par exemple, étaient à égalité avec les entreprises européennes, et on est à conditionnaliser toutes les aides de l'Union européenne, y compris en matière de développement, à des accords de réadmission de leurs ressortissants. C'est un des bilans du sommet UE-Afrique la semaine dernière. C'est scandaleux. Une dernière question, Marie-Christine Vergiat, justement, pour vous aider dans vos combats, la gauche européenne, la GUE en tout particulier, ça sert encore à quelque chose ? Bien sûr que ça sert encore à quelque chose, sinon je ne serais pas à la gauche européenne. Je dis ça parce que Jean-Luc Mélenchon, dans une précédente midinale, nous avait parlé de la GUE comme étant une coquille vide. Je n'ai pas la même opinion en la matière, peut-être que parce que j'ai plus participé aux travaux du Parlement européen en la matière. On mène des combats au Parlement européen, des combats qui sont difficiles. On mène des combats, moi je participe à ce qui s'appelle le Progressive Caucus, qui rassemble des gens à la fois du groupe écologiste, du groupe socialiste et de la gauche européenne. On réfléchit à comment on peut mieux travailler ensemble, parce qu'on sait que quand on mène des batailles ensemble, on a plus de poids sur l'influence des décisions du Parlement européen. Et peut-être qu'il faut dire et redire qu'au Parlement européen, il n'y a pas de majorité établie, que ces majorités, elles se construisent en permanence. Donc quand on mène des batailles, on peut avoir des chances de gagner un certain nombre de batailles. Pas sur tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets, ça vaut le coup. Et de toute façon, il n'y a de batailles que celles qui ne sont pas perdues d'avance, que celles qui ne sont pas menées. Merci beaucoup Marie-Christine Vergiat d'avoir accepté d'être notre invitée. Demain, nous recevrons Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias, pour nous parler du tribunal des médias que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux, et de la crise à France Télévisions. Vous avez une question pour lui ? Moi, je combats beaucoup sur la question des libertés fondamentales, donc j'aimerais lui demander son avis sur la liberté de la presse, la situation de la liberté de la presse aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde, comment il voit les choses en la matière. Nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup.